Bien, alors, après cette première heure sur les sujets personnels de recherche, je précise juste, et après je m'arrête sur ce sujet, que il y a toutes sortes de façons de concevoir un séminaire d'un professeur à l'autre. Je suppose que les choses sont très différentes. À mes yeux, c'est tout de même un lieu de recherche collectif. C'est pas seulement un cours. C'est un peu, on pourrait juste faire cours comme dans n'importe quel cours. Mais l'idée, c'est quand même que vous êtes dans une situation d'initiation à la recherche sur un sujet précis et que vos recherches apportent quelque chose, vos recherches même sur des sujets limités apportent quelque chose à une réflexion collective et que peu à peu on avance ensemble sur l'analyse d'un certain nombre de problèmes. Mais je reviens donc aux bases, si j'ose dire, sur donc ce concept d'iconicité dont on avait vu, je n'y reviens pas, qu'il est présenté très souvent dans une situation agonistique par rapport à la question de l'arbitraire. Et cette opposition entre iconicité et arbitraire vient d'un malentendu reposant sur les deux sens possibles de la notion de système, le système au sens de la systématicité et le système en rapport avec la théorie de la valeur chez Saussure. Alors, on avait vu comment chez Saussure, enfin pas chez Saussure, mais dans le cours de linguistique générale, est formulé le principe de l'arbitraire du signe. Le lien unissant le signifié au signifiant est arbitraire, ou plus exactement, le signe linguistique, enfin d'une manière plus synthétique, le signe linguistique est arbitraire. L'idée de sœur n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur qui lui sert de signifiant. Bon, c'est le point de départ, si vous voulez, de la vulgate, de l'idée, enfin de la conception la plus générale, la plus partagée, la plus commune sur l'arbitraire. Il y a une deuxième idée qui est beaucoup plus originale là, chez Saussure, cette idée que les signes arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique, c'est-à-dire que les signes naturels sont moins représentatifs des systèmes sémiologiques que les signes arbitraires. Et donc, on avait vu que, en synthèse, l'arbitraire est lié à des conventions, c'est-à-dire que l'idée d'arbitraire vient du fait que la langue a une dimension sociale et que par conséquent c'est cette dimension sociale de la langue qui fait que tout ne peut pas reposer sur le naturel, mais doit reposer en particulier sur des conventions, sous-entendu des conventions sociales acceptées par un groupe. Bon, alors, je m'étais arrêté sur les objections des onomatopées et des exclamations. Alors, je crois qu'on avait parlé des onomatopées. Donc, on a vu tout à l'heure que dans le cas des idéophones, enfin, les onomatopées peuvent être sont considérées par certains auteurs comme des types particuliers d'idéophones. Le concept d'idéophone est un peu un concept général qui inclut l'onomatopée. Alors l'argumentation de Saussure sur les onomatopées, c'est de dire certes, il y a une certaine similarité, une imitation entre le bruit et le son du mot. Donc il y a onomatopée, mais il y a une sorte de métonymie en même temps. Quand on dit si... Enfin, disons que il y a une métonymie si un enfant, un tout petit enfant, dit par exemple un wawa au lieu de dire un chien. Bon, à la rigueur, là il y a une métonymie forcément. Mais si on prend le mot wawa comme cri du chien, là il n'y a pas de métonymie, puisqu'on désigne le cri. Mais simplement il y a une imitation. Bon, alors.
exactement comme dans l'exemple de tout à l'heure, je me souviens plus ce que oui, c'était sur TikTok, TikTok, etc. Bon, il y a bien une imitation entre le bruit que fait le chien et le mot qui désigne le bruit du chien dans une langue. Wawa, mais il y a des différences aussi. Wawa en français, vao vao en allemand. Bon, et puis on peut s'amuser en chinois. Je me souviens jamais. En chinois, c'est comment? Va. Ouais, ça reste très proche. Donc là, c'est simple. Hein. Dans une situation comme celle-ci, il y a deux pistes. Soit vous dites, bah, oui, d'accord, entre le chinois, le français, l'allemand, il y a une ressemblance entre le son, le bruit produit par le chien et le son du mot, hein, les phonèmes qui composent le mot, qui désignent le bruit du chien. Il y a une ressemblance et les mots dans les différentes langues se ressemblent. Donc, ce qui domine, c'est la ressemblance, la similarité, l'iconicité. Mais vous pouvez aussi dire, et c'est ce que dit Saussure, c'est différent d'une langue à l'autre. Puisque en français on a wawa, en allemand vao vao, en chinois autre chose, etc. Donc je peux m'appuyer sur ces différences pour dire, vous voyez, il y a des différences, donc c'est pas naturel, il n'y a pas imitation. Bon, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas imitation, mais c'est quand même cela que dit le cours de linguistique générale. L'imitation approximative est déjà à demi conventionnelle. C'est de l'imitation, mais il y a forcément de la convention. Il y a de la convention parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur le son du cri du chien. C'est-à-dire que par exemple, si je demande à un enfant français quel est l'animal qui fait cocorico, il va me dire c'est le coq. Bon, si je lui demande quel animal fait meu, il va me dire c'est la vache. Mais si je lui dis quel animal fait vao vao, il ne va pas trouver le chien. Évidemment. Il ne va pas trouver le chien. Il va dire, oh, c'est un animal qui fait vao vao, je ne connais pas. Hein. Donc, on voit bien que ce n'est pas entièrement naturel, qu'il ne suffit pas d'entendre le son du mot pour deviner de quel animal il s'agit. C'est ce que certains sémioticiens, notamment un sémioticien dont je vous reparlerai plus tard, qui s'appelle Goran Sonesson, appellent l'iconicité secondaire. C'est-à-dire que l'iconicité ne suffit pas à deviner le sens du mot, mais une fois qu'on connaît le sens du mot, ça permet de justifier sa forme. Donc, ce qui est certain, c'est qu'un mot comme tic-tac ou coucou ou wawa, etc., ce sont des mots qui ont des propriétés différentes d'un mot comme chaise, table, évidemment, hein, puisque ces mots-là, même si on ne peut pas directement deviner leur sens à partir des sons, il y a quand même une similarité entre le sens et la signification, entre la phonologie et la signification, entre les phonèmes et le sens, et par conséquent, une forme d'imitation. Mais dans la mesure où Saussure, ou le cours de linguistique générale, encore une fois, il faut quand même être précis là, plaide en faveur de la nécessité de la convention dans les systèmes sémiologiques, mais ce qu'il repère dans les différences de noms d'animaux, dans les différents noms d'animaux, ce sont les différences, pas les ressemblances. Donc quand on dit l'imitation approximative est déjà demi-conventionnelle, la formulation tend à dire
Ben oui, mais même avec les onomatopées, vous avez de toute façon de la convention. Mais en disant cela, on oublie qu'on a dit qu'il y a quand même de l'imitation, même si elle est approximative. Bon. Alors ensuite, il y a le cas des exclamations. Alors on peut, c'est le même genre d'argumentation. Hein. Lorsqu'on ressent une douleur, on dit aïe en français, ao en allemand, en chinois, on dit comment quand on... Ah. En anglais, on dit ouch, quelque chose comme ça, ouch. Bon, et il y a quand même dans tous les cas un A. Bon, mais il y a des différences. Bon, par ailleurs, il y a une évolution diachronique dans certains cas. Bon. La conclusion, elle est ici. En résumé, les onomatopées et les exclamations sont d'importance secondaire et leur origine symbolique est en partie contestable. Donc, elles sont d'importance secondaire, c'est un argument qui revient souvent, et c'est pour cette raison que les linguistes qui travaillent sur les idéophones tiennent à marquer que la recherche contemporaine montre que ce caractère secondaire est une illusion d'optique. Hein. C'est pas si secondaire que ça, tous ces mots qui relèvent des idéophones. D'abord, il n'y a pas que l'onomatopée, il y a d'autres... Bon. Et puis, par ailleurs, le caractère en partie contestable de l'origine symbolique, je l'ai commenté, oui d'accord, c'est de la similarité approximative. Mais même si c'est approximatif et donc qu'il y a besoin d'une convention, il y a tout de même une dimension symbolique qui est présente. Alors la chose la plus incontestable et avec laquelle tout le monde est d'accord sur ces questions de motivation, c'est sur la notion d'arbitraire relatif. Ça c'est beaucoup plus facile. On passe, si vous voulez, quand on parle des onomatopées, des idéophones, des mots comme tic-tac, waouh, miaou, tout ce que vous voulez, enfin, bref, ou des exclamations comme aïe, on est dans ce qu'on peut appeler la motivation interne. C'est directement entre le signifiant et le signifié. Il y a un lien direct entre le signifiant et le signifié, et on peut parler de motivation interne par opposition à l'arbitraire relatif qui va relever plutôt de ce qu'on peut appeler la motivation externe. Alors, qu'est-ce que c'est que la motivation externe ? Alors, là, on peut reprendre encore une fois l'exemple la formulation du cours de linguistique générale. Je lis ce petit passage. Le principe fondamental de l'arbitraire du signe n'empêche pas de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement arbitraire, c'est-à-dire immotivé, de ce qui ne l'est que relativement. Une partie seulement des signes est absolument arbitraire. Chez d'autres, intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Le signe peut être relativement motivé. Alors vous voyez, c'est important parce que là, dans le cours de linguistique générale, est réintroduite une notion de motivation. Alors, les exemples que donne Saussure sont les suivants, enfin je ne les prends pas tous, mais là j'en ai repris certains. Là je ne l'ai pas indiqué clairement, mais c'est encore un extrait du cours de linguistique générale. Il oppose 19 et 20. Alors 20 est... non, il est radicalement arbitraire. Hein. 20, c'est un mot totalement arbitraire. Si vous ne connaissez pas le sens de 20, vous ne pouvez pas le deviner. Par contre, 19 relève de l'arbitraire relatif. Parce que si vous connaissez le mot 10, si vous connaissez le mot 9, vous pouvez deviner le mot 19.
D'accord ? Ça pourrait être 10 fois 9. Il se trouve que c'est 10 plus 9. Mais disons que ici, le sens de l'unité qui est 19, peut être déduit du sens des éléments qui la composent. Bon, je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure. Deuxième exemple, cerisier, frêne. Alors effectivement, frêne ne peut pas être analysé, comme là ce sont des exemples de noms d'arbres. Mais si je connais le mot cerise, je peux deviner le sens de cerisier, à condition que je connaisse par exemple poire, poirier, pomme, pommier, etc. D'accord ? Donc ici, motivation relative pour cerisier, motivation absolue ou mot radicalement arbitraire pour frêne. De même pour vacher, berger. Un vacher, quelqu'un qui garde les vaches, mais un berger n'est pas quelqu'un qui garde les berges. Donc ici, on a un mot qui relève de l'arbitraire absolu avec berger, mais arbitraire relatif pour vacher. Donc là, l'idée, si vous voulez, pour bien comprendre l'enjeu de cette motivation relative, c'est que l'une des conséquences de l'arbitraire absolu, si un mot relève de l'arbitraire absolu, donc si c'est une pure convention qui relie le son et le sens, je ne peux jamais deviner le sens du mot si je ne l'ai jamais entendu. Je ne peux pas deviner le sens du mot si je ne l'ai jamais entendu. Mais dès que les mots sont composés ou dérivés, s'il y a de la préfixation, de la suffixation, je peux deviner le sens d'un mot que je n'ai jamais entendu. Si vous n'avez jamais entendu cerisier en français, mais que vous avez entendu pommier, pomme, poire, poirier, etc., vous pouvez deviner le sens de cerisier. Donc, à partir du moment où vous pouvez deviner le sens du mot, il ne relève plus de l'arbitraire absolu. Mais il relève de l'arbitraire relatif. Autrement dit, dès que le signifié est prévisible à partir du signifiant, dès que le signifié est prévisible à partir du signifiant, il y a de l'arbitraire relatif. Et quand on dit qu'il y a une certaine prévisibilité du signifié à partir du signifiant, ça signifie qu'il y a une rationalité dans l'attribution d'un certain signifiant à un certain signe. Parce que, après tout, quand je prends mes noms d'arbres, le fait qu'on dise chêne, frêne pour des noms d'arbres qui ne sont pas dérivés, enfin évidemment ce ne sont pas des noms d'arbres fruitiers, mais on pourrait très bien, dans les noms d'arbres, n'avoir que des noms qui ne se décomposent pas. Mieux encore, imaginez, prenez le cas du système de la numération, comme 19. On dit dans le cours de linguistique générale que la motivation relative est un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire sans le supprimer. Alors examinons la motivation relative dans les noms de nombres. Prenons uniquement les noms des nombres entiers. De 1, 1, 2, 3, etc. Vous avez combien de mots qui relèvent de l'arbitraire absolu et combien de mots qui relèvent de l'arbitraire relatif? Si on essaye de faire la proportion, de se dire, voilà, je divise le nombre, je fais une proportion entre le nombre de signes qui sont motivés, relativement motivés, et ceux qui sont arbitraires absolus. Donc autrement dit, les briques de base, que je ne peux pas décomposer, et puis, qu'est-ce que je peux fabriquer avec ces éléments composés? Bon.
qu'est-ce que je peux fabriquer comme élément composé à partir de ces briques de base. Bon, dans le système de l'énumération, c'est facile. Vous avez besoin d'une vingtaine de briques de base. Hein. Les mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après 17, c'est motivation relative. 18, 19. Ensuite, vous avez 20, 30, 40, 50, 60. Et après 70, c'est motivation relative. 80, c'est motivation relative. Après, vous avez 100, 1000. Voilà. Donc, mettons à peine une trentaine de briques de base. Et avec ces 30 mots, vous fabriquez, évidemment, une infinité de noms de nombres. Si vous fabriquez, je sais pas, si je vous dis 8472, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot 8472. Mais évidemment, vous comprenez. Vous pouvez l'écrire, vous savez, voilà. Donc, si vous le comprenez, c'est que vous l'avez reconstruit à partir des unités qui composent. Hein, 8, 1000, 4, 100, 60, 12. Bon. 70, 2, bon, comme on veut. Bien. Il n'y a pas une seule langue qui n'a pas un système de ce genre pour les noms de nombres. Imaginez, si on supprime la motivation relative, il faudrait un nom différent pour chaque nombre. Ce qui est impossible. Toutes les langues ont trouvé des solutions pour qu'il y ait de la motivation relative dans les nombres. Et pourquoi ça marche bien dans les nombres ? Parce que c'est un système simple, qui a une grande systématicité. Donc, autrement dit, le degré de motivation relative qu'on a dans un système de signes ou dans un sous-système de signes, il mesure le degré de systématicité du système. Par exemple, d'une manière générale, vous avez beaucoup plus de systématicité avec les morphèmes flexionnels, donc le nombre, le genre, les conjugaisons des verbes. Ça, c'est très très régulier. Je veux dire, vous prenez les verbes du premier groupe en français, chanter, vous prenez n'importe lequel du verbe du premier groupe, vous savez le conjuguer à tous les temps, tous les modes, en ajoutant tout le temps les mêmes désinents. C'est toujours prévisible. Cette prévisibilité, elle est beaucoup moins grande dans le cas des noms dérivés, avec les préfixes et les suffixes. Par exemple, pour dériver des noms en âge à partir des verbes, par exemple, balayer, balayage, je sais pas moi, non, justement, bouger, ça marche pas. On ne peut pas dire le bougeage. Donc, vous voyez, là, j'ai plus d'exemples. Voyager, voyage, ouais, c'est un cas un peu particulier, ça. Brosser, brossage, très bien. Normalement, on en trouve assez. Ah, non, blanchir, oui. Blanchir, blanchissage, oui. Bon, ça marche pour un certain nombre de verbes, mais il y a beaucoup de verbes pour lesquels ça ne marche pas du tout. Donc, il n'y a pas la régularité qu'on a dans le cas des désinences. Donc, c'est une des propriétés qui distingue d'ailleurs la morphologie dérivationnelle de la morphologie flexionnelle. Donc la motivation relative est moins grande, l'iconicité dans ce sens-là est moins grande. Bon. Donc, finalement, vous voyez, on revient un petit peu à cette question des deux sens de système. Si vous prenez système au sens de systématicité, système de la langue, au sens de la systématicité, elle est entièrement dépendante, entièrement définie par le principe de la motivation relative. Dire l'arbitraire, bien sûr, est nécessaire, mais c'est complètement secondaire. Quand vous prenez, encore une fois, les noms de nombres, l'arbitraire, ça représente
un truc microscopique. Si vous comptez le nombre de signes possibles, qui de toute façon est infini, vous avez les éléments arbitraires dont vous avez besoin, certes sont nécessaires, mais ont très peu d'importance par rapport à la capacité de combinatoire et donc par rapport à l'importance de la motivation relative. Bien. Donc, ce principe de la motivation relative a une grande importance dans le cours de linguistique générale, mais ça n'apparaît pas tellement dans le cours de linguistique générale. Je vous montrerai comment on peut le comprendre mieux. Alors, ensuite, on peut examiner deux sortes de limites de l'arbitraire dans sa formulation saussurienne. Enfin, disons qu'il y a d'une part, je vous l'avais dit déjà, que chez Saussure, les choses sont un peu différentes de ce qu'on trouve dans le cours de linguistique générale. Puis ensuite, il y a, encore une fois, par rapport à la vulgate du cours de linguistique générale, il y a une sorte de confusion entre signifié et référent qui a été bien repérée d'abord par Damourette et Pichon et ensuite par Benveniste. Alors, prenons le premier point à partir d'un article de Simon Bouquet intitulé « Benveniste et la représentation du sens, de l'arbitraire du signe à l'objet extralinguistique ». Alors, c'est un passage dans lequel Bouquet montre que le concept d'arbitraire tel qu'il apparaît dans le cours de linguistique générale est très différent de ce que pensait Saussure. Donc, on va lire le passage. Première constatation, dans tous les passages où la mention de la question de l'arbitraire par Bally et Séchevet, donc Bally et Séchevet, ce sont les auteurs qui ont rédigé le cours de linguistique générale. La question de l'arbitraire par Bally et Séchevet correspond effectivement à un ou plusieurs énoncés de Saussure. Donc il y a 9 passages sur 16 passages où il est question de l'arbitraire. Les éditeurs ne semblent pas avoir été attentifs à l'ambiguïté du terme de signe et s'être laissés piéger par leur parti pris terminologique. En effet, dans ces 9 cas, leur texte maintient le mot signe qui, dans leur terminologie, renvoie à l'unité globale. Le signe, c'est l'association signifiant-signifié. Alors que dans le manuscrit source, parce que donc Bouquet a comparé le cours de linguistique générale au manuscrit écrit par Saussure, donc vraiment ce que pensait Saussure. Donc dans le manuscrit source, l'occurrence du terme signe renvoie clairement à signifiant. Et c'est vrai que chez Saussure, souvent il dit signe au lieu de dire signifiant. Donc là, il y a une ambiguïté entre est-ce que quand on parle de signe, on parle du signifiant ou de l'ensemble signifié-signifiant. Du coup, leur triade rétrospective signe-signifiant-signifié a ici pour effet pervers de distordre la pensée saussurienne, le CLG donnant l'impression que Saussure envisage un concept global d'arbitraire, et notamment un arbitraire symétrique du signifiant et du signifié, alors qu'au contraire, dans tous ces passages, le linguiste genevois se place strictement du point de vue de l'image acoustique, c'est-à-dire du signifiant, pour affirmer que celle-ci n'a aucun lien avec le concept qu'elle représente. En bref, selon la leçon de ces passages, ce que Bally et Séchevet appellent arbitraire du signe serait plus judicieusement nommé dans la terminologie qu'ils ont choisi d'adopter l'arbitraire du signifiant. Donc, ça c'est une première rectification. Lorsque on lit dans le cours de linguistique générale arbitraire du signe, il faut comprendre arbitraire du signifiant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que peut-être que si on part du signifié qu'il est choisi pour certains signifiants, mais en tout cas le signifiant, lui, n'est pas choisi par rapport à certains signifiés. Deuxième constatation, dans tous les autres passages du cours de linguistique générale, c'est-à-dire dans les 7 cas restants, les énoncés sur l'arbitraire ont été créés de toutes pièces par Bally et Séchevet. Ceci parle à nouveau d'arbitraire du signe, là où cette fois aucune proposition sur l'arbitraire ne figure dans les textes originaux. Cette deuxième catégorie d'énoncés ne reflète pas la présentation saussurienne asymétrique d'un arbitraire du signifiant, mais renforce au contraire un concept indifférencié d'arbitraire duquel on ne trouve aucune trace dans les manuscrits. De ces deux constatations, il ressort que le concept d'arbitraire du signe, tel qu'il est présenté dans le texte de 1916, peut être tenu pour un concept fantôme créé par Bally et Séchevet. Donc, l'idée ici un peu excessive quand même, je trouve, mais bon, pourquoi pas, c'est de dire que ce qui est dit de l'arbitraire du signe dans le cours de linguistique générale n'a rien à voir avec la pensée de Saussure.
Au fond, Saussure n'aurait jamais parlé d'arbitraire du signe. Il aurait parlé à la rigueur d'arbitraire du signifiant. Mais bon, la chose n'a pas une grande importance chez Saussure. Deuxième type d'objection, c'est une objection, rappelez-vous, sur le passage dans lequel Saussure dit justifie l'arbitraire en disant bien sûr que les langues sont arbitraires, puisque quand je dis bœuf en français, pour dire la même chose, on dit ox en allemand. Bon, donc, c'est-à-dire, pour le même signifié, j'ai deux signifiants différents. Alors, ici, Damourette et Pichon disent très justement, la faute que nous paraît contenir ce raisonnement de Saussure est de croire à l'équipolence absolue, c'est-à-dire à l'équivalence, si vous voulez, de deux vocables appartenant à deux langues différentes comme ox et bœuf. Alors, ensuite, il y a une formulation qui est spécifique à Damourette et Pichon dans leur terminologie très particulière, mais bon. Jamais l'extension de deux sémièmes dans deux idiomes différents n'est exactement la même, c'est-à-dire de deux signifiés, si vous voulez. Jamais deux vocables ne se recouvrent absolument quant à leur domaine sémantique. Ce qu'il dit ici, c'est que bœuf et ox n'ont pas le même signifié. C'est-à-dire que il y a une confusion ici entre signifié et référent. C'est-à-dire que si un Français dit bœuf et un Allemand dit ox, ils peuvent le dire en parlant du même objet, enfin du même animal. D'accord ? C'est l'animal qui est constant. Mais le signifié, c'est le sens du mot dans la langue considérée. En allemand, ox s'oppose à d'autres mots, comme Stier, Boule, etc. En français, ox s'oppose à bœuf, vache, ce n'est pas les mêmes réseaux d'opposition. Donc, c'est un peu l'exemple, je crois, que je vous avais donné du mouton et mutton. Mutton, sheep. C'est-à-dire que mouton et sheep n'ont pas le même signifié, c'est sûr. Puisque le mot mouton peut désigner aussi bien la viande de mouton que le mouton sur ses pattes. Alors que sheep désigne uniquement le mouton sur ses pattes. Donc, mais en revanche, sheep et mouton peuvent avoir le même référent. Si je désigne un mouton, dans les deux cas, un mouton au sens de l'animal. Bon, donc, l'idée ici, c'est que on ne peut jamais dire qu'il y a une relation arbitraire entre signifiant et signifié, puisque le signifiant varie, certes, d'une langue à l'autre, mais le signifié aussi. Donc, je ne peux pas dire que je garde le même signifié et que j'ai un signifiant différent. Non, le signifié, il change aussi. Donc, en revanche, le référent reste identique. Et il y a un arbitraire, et c'est ce que va défendre Benveniste dans l'article dont je parlais ici. Ah oui, non, je ne l'ai pas mentionné. Bon, il y a un article de Benveniste sur le même sujet qui distingue l'arbitraire du signe au sens de l'arbitraire par rapport au référent et la nécessité du signe au sens où dans l'esprit humain, un signifiant est forcément accolé à un signifié respectivement. Hein, il n'y a pas d'arbitraire entre le signifiant et le signifié. Bien. Alors, pour conclure donc sur cette question, les limites de l'arbitraire saussurien sont d'abord le fait que l'arbitraire joue sans doute un rôle moins grand dans la pensée de Saussure que ce qui apparaît dans le cours de linguistique générale. D'autre part, qu'il y a une confusion entre signifié et référent, comme on l'a vu à partir de Damourette et Pichon. Il faut prendre en considération la relation entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif et revaloriser le rôle de l'arbitraire relatif qu'on voit bien dans les systèmes numériques. Donc l'arbitraire relatif
en relation avec la notion de signe de systématicité. Au fond, on pourrait définir l'arbitraire comme une sorte de négation de l'analogie, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de l'arbitraire et de dire que parfois il y a du non-arbitraire, autant partir de l'analogie et dire qu'il y a parfois du non-analogue. Puisque, au fond, quand on prend un système de signes quelconque, il y a toujours plus de signes qui relèvent de l'analogie, au moins sous l'angle de la motivation relative. Et c'est l'arbitraire qui est l'exception. C'est une exception nécessaire, mais ça reste marginal finalement. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure, alors on n'a pas encore travaillé sur les idéophones, etc. Mais en admettant que la notion d'idéophone soit plus large, plus importante que la notion habituelle de nomatopée. Donc ça vous introduit déjà de l'analogie au sens, comme je le disais tout à l'heure, de la motivation interne. Ensuite, vous avez toute la motivation relative qui est la motivation externe. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses tout ça, hein, qui relèvent de l'analogie. Alors, dans le cours de linguistique générale, vous avez un certain nombre de développements sur l'analogie, mais au sens de la diachronie, mais je crois que je vous en ai déjà parlé de ça, non ? Il y a cette distinction très connue entre l'évolution phonétique et l'évolution par analogie. Je vous ai déjà donné cet exemple ? Oui, hein, d'accord. Donc, je le rappelle simplement rapidement. Donc, au départ, vous avez un couple onos, onosem, onos au nominatif, onosem à l'accusatif, parallèle à orator, oratorem, orator au nominatif, oratorem à l'accusatif. Et puis, vous avez le phénomène du rotacisme, c'est-à-dire le S intervocalique se transforme en R. Et donc, là, vous avez une évolution phonétique de onosem à honorem. Mais vous vous retrouvez avec un couple qui n'est pas régulier, onos, honorem, alors que normalement on forme l'accusatif juste en ajoutant M, hein, comme orator, oratorem. D'où l'évolution par analogie, où on va créer honor, qui va supplanter onos, pour retrouver un parallélisme honor, honorem, comme on a orator, oratorem. Bon, ça c'est un phénomène qui avait été bien reconnu au XIXe siècle, comme jouant un rôle important dans l'évolution des langues, hein, l'analogie, et c'est uniquement dans ce sens-là qu'il est pris en charge dans le cours de linguistique générale. Alors, maintenant, si on veut aller un peu plus loin, ce qu'on a vu, on peut présenter les choses de la façon suivante. On a vu qu'il y avait une motivation interne. Bon, elle n'apparaît pas dans ce schéma. Ici, on parle uniquement de la motivation externe. De la motivation externe avec une échelle entre 2 degrés, un degré maximal de motivation, ou à la limite, c'est la chose qui est le signe. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de signe. Si vous voulez, quand vous êtes au maximum de la motivation, c'est l'objet qui est lui-même le signe de lui-même, ce qui n'a presque pas de sens. Hein. Mais c'est pour cette raison que je mets que, à ce niveau-là, si on est tellement dans l'hypermotivation, on est en dehors de la sémiologie, on n'a plus un signe. Pour qu'on ait un signe, il faut quand même un minimum de décalage entre le signe et la chose signifiée. Sinon, si l'objet est lui-même le signe, on n'est plus vraiment dans une sémiologie. Inversement, si on est dans un degré maximal d'arbitraire, là, ça m'oblige à introduire une notion dont je n'ai pas encore parlé, mais que vous comprendrez facilement, le
l'arbitraire maximal chez Saussure, quand on regarde bien, c'est en fait la notion de partie du discours. C'est-à-dire que, je veux dire, au minimum, il y a une systématicité dans les langues, dans toutes les langues, il y a des parties du discours. Hein. Il y a des classes de mots qui fonctionnent un peu de la même façon. Donc ces classes de mots, l'existence de ces classes de mots crée un minimum de motivation relative. C'est-à-dire que tous les noms ont des points communs, donc il y aura de la motivation relative. De toute façon, dès qu'il y a un paradigme, il y a de la motivation relative, il y a de l'analogie dans ce sens-là. Bon. Donc, si vous sortez des classes de mots, si vous êtes au niveau des concepts, c'est-à-dire un concept, la différence entre une unité lexicale ou un mot et un concept, c'est qu'un concept, il n'a pas de partie du discours. C'est quelque chose qui est directement dérivé du référent, hein, des choses, du monde des choses. Bon. Donc là, vous êtes hors système, hein, à ce niveau-là. Donc on est dans une zone qui est où on entre dans la sémiologie et on est dans une systématique. Hein. Donc la langue, c'est ça. Il y a une sémiologie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait signe, et il y a une systématicité au moins minimale. La systématicité minimale dans les langues étant caractérisée par le fait qu'il y a des classes de mots, que tous les mots n'ont pas tous des statuts différents. Bon, à l'intérieur de ces limites, donc, eh bien, vous avez une systématicité qui peut être plus ou moins grande. En général, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est limité à cette zone B, que j'appelle ici la limitation par immotivation biunivoque. C'est-à-dire simplement les exemples du type 19 par opposition à 20. Vous voyez ? La motivation syntagmatique, ici, c'est la motivation relative. D'accord ? Motivation syntagmatique, c'est-à-dire elle est sur l'axe syntagmatique. C'est de la motivation relative. Donc 19 va se trouver par là, et 20 va être typiquement au point B. C'est-à-dire c'est un signe qui est arbitraire, mais il y a quand même un lien biunivoque entre signifiant et signifié. Il y a un signifiant pour un signifié. D'accord ? En fait, jusqu'à présent, on n'a parlé que de cela. On a parlé des cas où soit j'ai un mot comme frêne par opposition à cerisier, frêne, qui n'a pas de motivation, mais qui est biunivoque, hein, c'est-à-dire il y a un signifiant pour un signifié, par opposition à cerisier, poirier, etc., qui relève de la motivation relative. Donc il y a une limitation de l'arbitraire, hein, quand je dis limitation, là c'est limitation de l'arbitraire par motivation syntagmatique. Pourquoi je place ce point-là ? Parce que ça, c'est une chose qui est très peu remarquée. Hein. C'est que ça, c'est pas le pire arbitraire, en fait. Il y a plus arbitraire que ça. Et ce qu'il y a de plus arbitraire, c'est le polymorphisme ou l'homonymie, où vous avez, par exemple, vous prenez l'homonymie, avocat, qui signifie ou bien un homme de loi, ou bien un fruit. Bon. Mais ça, c'est bien pire que l'arbitraire ça détruit la systématicité de la langue. Puisque là, vous avez deux signifiants, vous avez un signifiant, avocat, pour deux signifiés qui n'ont absolument aucun rapport. Donc là, on est vraiment très proche du point C, c'est-à-dire dans l'absence de systématicité, dans l'irrationnel total. Hein. Mais avec mon vin, le vin par opposition à 19, finalement j'étais beaucoup moins arbitraire que ça. Bon, alors il y a toutes sortes de cas à ce niveau-là dont on peut parler, qui relèvent de l'asymétrie de la relation entre signifiant et signifié, où là la relation n'est plus biunivoque.
et où en fait on a un arbitraire encore plus grand que l'arbitraire obtenu au point B. Donc cet isomorphisme, ce qui est pris pour l'arbitraire absolu, là, c'est pas si absolu. Hein. C'est déjà un peu de la motivation, parce qu'il y a de la systématicité. Il y a de la systématicité parce que c'est biunivoque. Et que l'absence de systématicité, elle est provoquée principalement par la symétrie. Bon. Alors, on peut regarder un petit peu plus en détail cette première zone en considérant la question des degrés de figement. Cette première zone, là, de la motivation relative, elle est étudiée aujourd'hui dans la perspective des degrés de figement. Quand vous prenez un certain nombre d'expressions, comme faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe, enterrer la hache de guerre, donc, je précise peut-être pour les étudiantes étrangères, hein, faire la pluie et le beau temps, on dit cela de quelqu'un qui a beaucoup d'influence, de pouvoir, et qui peut vraiment décider de tout. On dit fait la pluie et le beau temps, c'est-à-dire il décide de tout dans une structure considérée. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, le doyen de la faculté fait la pluie et le beau temps dans la faculté. Ou alors justement, on va pas le dire du doyen, puisque lui c'est son rôle normal d'être le chef, mais on va dire de quelqu'un qui est un ami ou la femme du doyen, donc elle fait la pluie et le beau temps, bon, parce qu'elle a de l'influence, admettons. Casser sa pipe, ça signifie mourir, décéder, hein, ça peut-être que vous connaissez. Enterrer la hache de guerre, ça signifie faire la paix. Voilà. Alors, ce qu'on observe avec des expressions de ce type-là, c'est qu'on peut mesurer le degré de figement. C'est-à-dire voir si ils sont plutôt du côté de la motivation, là du point A, ou plutôt du côté du point B. Alors on le mesure en faisant des tests. Donc par exemple, on fait le test de la focalisation. Faire la pluie et le beau temps, ce qu'on peut dire, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font. Il semble que ce soit acceptable. En revanche, avec casser sa pipe, on pourra plus difficilement dire c'est sa pipe qu'il a cassée. Enterrer la hache de guerre, ça marche, c'est la hache de guerre qu'ils ont enterrée. Le passif, la pluie et le beau temps sont faits, là ça passe pas. Sa pipe est cassée par lui pour la mise au passif de casser sa pipe, où il a cassé sa pipe, ça ne fonctionne pas non plus. En revanche, la hache de guerre a été enterrée, ça fonctionne. La négation, ils ne font pas la pluie et le beau temps, il n'a pas cassé sa pipe, ils n'ont pas enterré la hache de guerre, ça marche dans tous les cas. La question, que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps. Ça, c'est limite, hein, je trouve. C'est presque... on est au bord du jeu de mots, là. Hein. Qu'a-t-il cassé sa pipe? Ça, c'est pas possible du tout, sauf vraiment... Qu'ont-ils enterré la hache de guerre? Ça me paraît assez délicat aussi. Hein. Bon, donc, on voit bien ici que... enterrer la hache de guerre accepte beaucoup plus de variations que casser sa pipe, et que faire la pluie et le beau temps accepte plus de variations que casser sa pipe. Donc finalement, casser sa pipe est beaucoup plus figé que faire la pluie et le beau temps, qui lui-même est plus figé que enterrer la hache de guerre. Oui, donc on a une structure un peu similaire à ce qu'on avait avec Poirier et Plombier. Enfin, ce qu'on avait... quand je vous ai dit tout à l'heure que Poirier relevait de la motivation relative, hein, il y a des degrés dans cette motivation relative. Parce que Poirier, c'est très clair, c'est l'arbre sur lequel poussent les poires. Bon. Mais Plombier, un plombier, pour être sensible à la motivation relative,
évidemment, il faut avoir des sortes de connaissances historiques. Les plombiers aujourd'hui ne travaillent pas avec du plomb. Dans les plombiers vous savez, qui font les canalisations d'eau, etc. Plus personne ne travaille avec du plomb, c'est interdit parce que c'est très toxique. Bon, mais le mot est resté. Hein. Donc il a une certaine motivation, puisque il s'appelle plombier, il y a bien une fabrication d'un nom de métier, comme je ne sais pas moi, comme carrossier qui s'occupe de la carrosserie. Huissier, alors là aussi, c'est un exemple où il faut connaître, il faut prendre le sens de huit au sens de porte, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des cas pour les noms de métiers où la motivation est beaucoup plus délicate, moins facile à voir. Donc, il y a bien de la motivation relative, mais à un degré moindre. Donc, je vous donne ces exemples pour que vous perceviez bien cette idée que on n'a pas seulement l'opposition arbitraire absolu, motivation relative. Certes, on a cette opposition. Mais la motivation relative, elle a des degrés. Ce que l'arbitraire absolu n'a pas. L'arbitraire absolu, c'est l'arbitraire absolu, il n'y a rien à dire. Hein, il n'y a absolument rien à dire. Sauf ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'arbitraire absolu, oui, quand c'est de la relation biunivoque, quand c'est de l'immotivation biunivoque, ça reste moins arbitraire que si c'est l'anarchie totale avec plusieurs signifiants pour un même signifié ou plusieurs signifiés pour un même signifiant. Alors, pour revenir aux expressions figées ou idiomatiques, hein, si on leur applique un certain nombre de structurations, on constate qu'elles n'ont pas le même comportement. Plus le nombre de contraintes est grand, plus les séquences sont figées. Bon, vous pourrez lire cet article de Salamejri qui est un bon spécialiste de ces questions-là. Alors maintenant, si on examine d'un petit peu plus près cette deuxième zone-là, on peut remarquer les choses suivantes. On peut remarquer que là aussi, il y a des degrés. Donc ce que je vous disais tout à l'heure dans le cas de l'homonymie, c'est vraiment l'extrême, ce qu'il y a de plus arbitraire. Hein. Ici, dans cette petite schématisation, le carré représente un signifiant, représente des signifiants, et les ronds des signifiés. D'accord ? Donc dans la monosémie, c'est-à-dire j'ai une forme, un sens, hein, c'est une forme d'isomorphisme, on parle aussi d'isomorphisme dans ce cas-là, j'ai un signifiant pour un signifié. Et ensuite j'ai différents types de polysémies, disons, qui vont me multiplier les signifiés, hein, en particulier, pour un même signifiant. Donc j'ai l'extension de sens ou la restriction de sens. Par exemple, je sais pas moi, quand je dis, quand je prends 1 minute au sens de 60 secondes, c'est un sens très précis. Mais si je dis, attendez-moi, je reviens dans 1 minute, ça ne signifie pas je reviens exactement dans 60 secondes. Ça veut dire je reviens dans un petit temps très... Donc, ça n'est plus le sens de base très précis, c'est un sens un petit peu étendu. C'est une extension de sens. D'accord ? Bon, là, bien sûr, j'ai deux significations différentes pour un même signifiant, pour minute. Mais ces deux significations sont très liées. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ici un petit schéma où c'est pas si arbitraire, là. Même chose pour la restriction de sens. Quand vous prenez homme au sens d'être humain, et puis homme au sens d'être humain, masculin, adulte, par opposition à femme ou à enfant, vous avez une restriction de sens. Vous avez le même mot, mais qui s'est réduit en sens. Mais il y a quand même un lien fort entre les deux significations. Bon, ensuite, vous avez la polysémie. Je n'ai pas le temps d'expliquer la différence entre polysémie étroite et lâche, mais bon, vous avez des degrés de polysémie entre des mots qui ont plusieurs sens, mais qui sont liés entre eux quand même. Mais prenez bouton. Hein. Un bouton, ça peut être un bouton... Vous pensez à quoi d'ailleurs? Si je vous dis bouton, vous pensez à quoi en premier? Un bouton pour appuyer? Les boutons au sens dermatologique, les boutons sur la peau? Les boutons de vêtements. Hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre ces différents référents.
c'est une petite chose, ronde en général. Hein. À l'origine, c'est le bouton de fleur, le bouton de rose. Oui, c'est comme un bourgeon, quoi, comme le bouton. Parce que les boutons de vêtements, je crois, étaient plutôt des petites boules dans l'histoire du costume, hein, et pas des boutons plats comme on a plus fréquemment aujourd'hui. Hein. Donc, bref, on a là de la polysémie, avec quand même des sens assez différents, mais qui sont quand même liés. C'est pour cette raison qu'ici, on a les deux signifiés qui sont liés. Bon, on pourrait défendre aussi la même chose pour la métonymie et la métaphore, mais avec la métaphore, on a quand même une rupture d'isotopie et des choses comme ça. Et puis, là où on a une disjonction totale des signifiés, eh bien, c'est dans le cas de l'homonymie. Hein, l'homonymie, vous avez un seul signifiant, comme avocat, pour deux signifiés. Bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle le polymorphisme, qui est l'inverse, c'est-à-dire vous avez plusieurs signifiants pour un même signifié. Alors l'exemple typique qu'on donne toujours, mais justement c'est un exemple dont on reparlera peut-être parce qu'il a été critiqué par Guillaume dans une perspective justement de revalorisation de la motivation relative, c'est l'exemple des radicaux du verbe aller. C'est-à-dire vous prenez le verbe aller en français. Au présent, vous utilisez le radical v, je vais, tu vas, il va. Le radical al, nous allons, vous allez. Et le radical v, ils vont. Ça fait déjà, rien que pour le présent, deux radicaux. Le radical v, le radical al. Ensuite, à l'imparfait, vous allez utiliser le radical al, j'allais, tu allais. Au passé simple aussi. Et au futur, vous avez encore le radical ir. J'irai, tu iras, il ira. Donc, pour le verbe aller, vous avez au moins trois radicaux. V, al, ir. Qui, tous les trois, signifient la même chose. Donc là, vous avez trois signifiants pour un seul signifié. Donc là, c'est trois signifiants qui n'ont pas beaucoup de rapport, hein, pour un même signifié. Donc là, on est dans une sorte d'antisystématicité radicale. On est complètement sorti de l'isomorphisme. On est dans une forme de polymorphisme, quoi. C'est-à-dire que on n'a plus une forme, un sens. On a soit plusieurs formes pour un même sens, soit plusieurs sens pour une même forme. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus anti-systématique. Voilà pour cette deuxième partie, hein, cette zone 2, comment on peut décrire la symétrie de la relation signifié-signifiant. Alors, j'ai raconté ça très rapidement, hein, je l'ai expliqué en détail dans un de mes livres qui s'appelle Le sens du signifiant. Vous pourrez aller voir si vous voulez, mais ce n'est pas forcément indispensable. À partir de la semaine prochaine, on commencera à travailler sur ce texte de Jacobson, à la recherche de l'essence du langage, qui est un texte très important pour la réflexion linguistique sur l'iconicité. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, je vous dis à la semaine prochaine, et puis réfléchissez un peu pour ceux d'entre vous pour qui les choses sont encore un peu floues, à vos sujets personnels. Là, il faut vraiment que tout le monde ait une idée fixe pour pouvoir commencer à travailler sérieusement. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc dans 15 jours. Oui, merci de l'avoir rappelé. En effet, lundi prochain, c'est férié.